Il est le mouton noir dans le troupeau d'agriculteurs. Il est le mouton noir dans le troupeau d'agriculteurs, duquel on rit, duquel on se moque. Voilà, après l'introduction ou la présentation du cours aux agriculteurs de Dominique Masneau et le mot de clôture que je trouvais très intéressant, c'est pas possible de comprendre le monde sans comprendre l'homme, je crois que c'est ça qu'il a dit à la fin. Là on va essayer de pratiquer un petit peu, c'est-à-dire en fait souvent aujourd'hui on a l'impression que la connaissance c'est presque quelque chose déconnecté de nous-mêmes, de l'être humain, c'est-à-dire que si vous voulez connaître objectivement le monde, plus vous mettez d'outils, de techniques, d'instruments, de scans, de tout ce que vous voulez, de méga télescopes, de méga microscopes électroniques, plus ça va être rigoureux et scientifique. Et en fait, lorsque Rudolf Steiner donne son cours aux agriculteurs, il a déjà depuis assez longtemps développé ce qui a été évoqué là sous le terme d'approche goéthéenne, de démarche goéthéenne, d'approche de la nature. Et cette approche a quelque chose de très complémentaire et tout à fait différente, on va dire, de l'approche hyper techniciste, où on a besoin des tas d'instruments en fait pour observer la nature, observer les plantes, observer l'être humain. Il y a 50 ans, vous alliez chez le médecin, il vous regardait, il discutait, il regardait, y compris les urines, etc., plein de choses, la langue, tout ça. Aujourd'hui, il vous fait passer toute une série, il vous fait passer dans plein de machines, quoi. Et donc on on pourrait dire que la démarche de Goethe et la biodynamie vise à nous redonner tout à fait complètement notre place d'être humain, nous redonner confiance dans tous nos sens et dans notre capacité, sans équipement spécifique, c'est-à-dire avec nos organes d'essence et avec notre intelligence, notre esprit, de découvrir et de comprendre le monde. Dans ce sens-là, on peut essayer de dire vraiment comprendre le monde, comprendre l'homme, c'est deux choses qui font une et qui vont de pair, en tout cas comme base de la biodynamie. Ça aussi, je vais essayer de le montrer un petit peu, un impact de plusieurs intérêts pour la pratique, même si ça peut paraître théorique dans un premier temps. Un intérêt, c'est qu'on se relie à ce qu'on fait. Donc Dominique a parlé aussi de cette importance de la relation individuelle avec ce qu'on fait dans l'agriculture très concrètement. Et un autre aspect important, c'est qu'on redevient expert en fait. C'est le paysan, c'est le viticulteur, l'expert de ce qu'il va faire. Et il n'a pas une expertise déléguée, il n'est pas en train de solliciter une multitude d'experts, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de conseillers, de formation, mais c'est lui l'expert de ce qu'il fait. Et c'est des choses qui me paraissent extrêmement importantes aujourd'hui, même au-delà de la biodynamie, redevenir son propre expert, retrouver sa souveraineté. Voilà, c'est peut-être pour donner un petit peu l'intention de la présentation que je vais faire maintenant. On va passer à des choses plus concrètes, bien sûr. Peut-être aussi une chose qui me paraît importante, sur laquelle il me paraît important de revenir, la proposition de l'agriculture biodynamique ou la proposition de Rudolf Steiner venait en réponse à tout un ensemble de questions à l'époque, en 1923-24. Donc ce cycle de 8 conférences qui ont été décrites venait en réponse à des questions de paysans, de propriétaires terriens, qui toutes concernaient la question de la dégénérescence. Et c'était la dégénérescence des sols. Que se passe-t-il si on fertilise avec de l'engrais minéral? C'était le début, et il y avait une grosse campagne de promo pour ça, pour mettre de l'engrais azoté, l'engrais qui fait pousser, etc. Bayer en Allemagne était à fond, je crois, c'était déjà Bayer. Non, c'était un autre truc qui a été supprimé après la Deuxième Guerre. Mais voilà, type Bayer, dégénérescence des plantes. Comment se fait-il qu'une plante n'est plus... Je sème une luzerne, elle ne tient pas longtemps dans la prairie. Dans le passé, on raconte qu'elle durait 15 ans. Aujourd'hui, elle dure 4-5 ans. Dégénérescence des semences, des graines, la capacité germinative. Dégénérescence ou affaiblissement des animaux, de la santé des animaux. Et dégénérescence ou perte de qualité de l'alimentation. Déjà à l'époque, ça nous paraît un peu... On a l'impression que c'était idyllique, l'agriculture, en 1924. Mais déjà, en fait, les personnes qui étaient proches de Rudolf Steiner... se poser ces questions et lui ont posé clairement ces questions. Et la réponse de Steiner était claire, dit effectivement on est dans une phase globale de dégénérescence des forces du vivant et c'est pas seulement dû à l'intervention humaine, aux pollutions, aux actions humaines aussi bien sûr, mais c'est aussi dû à une étape d'évolution de la Terre considérée comme un organisme vivant qui est dans une phase de vieillissement, d'affaiblissement. Rudolf Steiner dit deux choses intéressantes à ce propos-là dans son cours aux agriculteurs. Il dit qu'il y a une sorte de vieillissement de la Terre à laquelle il faut redonner des forces de vie pour qu'elle puisse encore nous nourrir pendant
un certain temps. Voilà, Steiner dit dans une conférence qui sert d'introduction, là, mais qui est une allocution qu'il a faite après ce cours aux agriculteurs. Steiner dit « Il devient évident que c'est à partir de l'esprit qu'il faut chercher des forces aujourd'hui complètement inconnues, qui n'ont pas seulement l'importance d'améliorer un peu l'agriculture, mais dont l'importance est de permettre la poursuite de la vie des hommes sur Terre, dans le sens physique aussi. L'homme est bien obligé de vivre de ce que porte la terre. Il s'agissait donc bien là d'un thème tout à fait considérable, de donner les bases de l'agriculture biodynamique. C'est juste pour donner un petit peu de... Voilà, dire que l'enjeu est important, et en ce moment, si on regarde autour de nous, évidemment, c'est assez clair que cette dégénérescence du vivant est très présente. On discutait à la pause des arbres. Chaque année, il y a une nouvelle espèce d'arbre qui est en train de dépérir, qui est attaquée par je ne sais quel parasite ou maladie. Enfin, et vous pouvez aller dans différents pays du monde, vous verrez, c'est pareil. On a vraiment quelque chose de très important là. En même temps, Steiner, dans l'introduction, il dit qu'il y a bien ce dépérissement des forces de vie de la Terre. Ça veut dire aussi des forces de vie de ce que porte la Terre. Hein. La Terre est comprise globalement avec les plantes, avec les animaux qu'elle porte. De l'autre côté, il y a des nouvelles capacités qui s'ouvrent pour l'être humain. Ça, c'est très intéressant. Il dit qu'il y a des nouvelles capacités d'accéder, ce qu'il dit là exactement, à l'esprit, ce qu'il appelle lui l'esprit. Alors, on a vu avec Dominique, et on va essayer de le développer. L'esprit, c'est pas un truc mystico-gazeux, fumeux ou je sais pas quoi, vaporeux. Pour Steiner, l'esprit, c'est effectivement des forces d'organisation, les forces de structuration, les forces qui modèlent la matière. Et c'est aussi tout simplement le fait qu'on puisse se comprendre en échangeant des idées. C'est de l'esprit, il n'y a pas de matière. Hein, et pourtant, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, j'espère, hein, pour vous. Sinon, je parle tout seul. Voilà, et donc, Steiner dit qu'il y a un nouvel accès, en fait, à des perceptions plus subtiles, une nouvelle possibilité pour tous les êtres humains qui va s'ouvrir. Et il met ça en lien avec l'évolution de l'humanité qui, pendant toute une période, a dû perdre ce lien aux révélations directes, on va dire, hein, du monde spirituel, c'est-à-dire perdre le lien direct avec la connaissance, avec la sagesse de la nature. On pourrait faire toute une description. Aujourd'hui, on a globalement complètement perdu ce lien, mais on voit que de plus en plus de personnes cherchent à retrouver ce lien, à la sagesse présente dans la nature, en fait, au sens de chaque chose, à l'esprit dans chaque chose, au sens qu'on utilise en français, l'esprit de quelque chose, ça veut dire l'essence de la chose. Voilà, peut-être ça en guise d'introduction, pour rappeler qu'effectivement, comme l'a dit aussi Soisic au début, hein, l'agriculture biodynamique, le but, c'est vraiment de recréer, de redonner plus de force de vie. C'est une vraie, pour employer le terme que chérit beaucoup Pierre Masson, qui pourra pas faire sa conférence, hein, une vraie salutogénèse, c'est-à-dire redonner des forces de vie, redonner de la santé, plutôt que de passer son temps à traiter les maladies. D'abord, fortifier les forces de vie, fortifier la santé avant de traiter la maladie. C'est assez, je pense, c'est assez fondamental parce que on voit beaucoup de gens qui découvrent l'agriculture biodynamique et qui se perdent dans une multitude de tisanes, de traitements contre ci, contre ça, et ça devient quelquefois très complexe. Et on a envie de dire, mais attends, pose tout ça, réfléchis, qu'est-ce qui est le fondamental pour redonner des forces de vie, en fait, pour régénérer, quoi. Donc face à la dégénérescence, comment redonner des forces de... Et Steiner, pour ça, donne quelques éléments clés, hein. Il dit, en fait, il faut toujours rester dans le vivant. On ne peut pas redonner des forces de vie si on sort du vivant. Donc, déjà, tout engrais chimique est problématique. Et il dit aussi, il faut non seulement rester dans le vivant, mais il faut aussi essayer de chercher, enfin, ce que je viens de dire, de chercher les forces à partir de l'esprit, c'est-à-dire de comprendre l'essence des plantes qu'on va utiliser, des animaux qu'on va utiliser. Et pour ça, on a justement ces éléments essentiels en biodynamie qui sont toutes les plantes médicinales qu'on aura dans le compost. Qu'on peut utiliser ensuite aussi sous forme de tisane. On peut utiliser des tisanes complémentaires, mais on a déjà cet ensemble de 6 plantes. Donc c'est ce que je veux vous proposer maintenant de développer, hein, de voir comment on peut en fait s'exercer, comprendre, à observer une plante, une de celles qu'a proposé Steiner, on va prendre cet exemple, de manière telle, non pas à la regarder seulement comme un truc, hein, un objet fini. On va prendre un exemple concret, je pense que vous la voyez un petit peu, j'espère. Ceux qui sont loin, voilà, vous devinez une silhouette, mais c'est peut-être déjà pas mal. On peut regarder la même plante de différentes manières. On va s'y exercer avec l'aquil et millefeuille, mais je veux déjà vous montrer une autre plante pour qu'on ait quelques éléments, quelques clés de compréhension. Vous pourrez regarder la plante, là, vous dire finalement, cette plante-là, elle est entière, il y a la racine, il y a les feuilles. Bon, c'est à peu près une plante entière, il manque les fleurs, ok. Et vous pouvez la regarder comme un objet, dire, voilà, vous la mettez en herbier, vous dites, j'ai telle plante. Et vous trouvez son nom, sa famille, etc. Ça, c'est la plante objet, vous voyez ?
La plante que vous mettez dans l'herbier, vous la séchez. Après, si vous la regardez plus précisément, et là on est déjà en train d'exercer une des méthodes de la démarche goethéenne, c'est-à-dire on observe par nos sens ce que nous montre la plante, on essaye d'éviter tout préjugé, on essaye d'éviter de se dire quel est le mécanisme de la plante. On essaye de la regarder avec cette question, comment se montre-t-elle à nous? Comment se montre-t-elle à nos sens, cette plante? Qu'est-ce qu'elle me révèle? Tout simplement. J'ai une plante et je me pose la question du comment. Comment je l'aperçois? Comment elle se montre à moi? Pas la question à quoi ça sert. Souvent, on a la question à quoi ça sert. Et si vous avez une plante qui a des épines, tout de suite, la réponse c'est ah ouais, elle a des épines pour se défendre. Sauf que l'observation fine montre que ce n'est pas du tout le cas parce que vous pouvez avoir les mêmes plantes, le prunelier à l'ombre sans épines, au soleil avec des épines. Je pourrais prendre plein d'exemples. Et si vous vous baladez dans certains paysages, vous verrez que les paysages très ensoleillés, très secs, portent des plantes beaucoup plus épineuses. Il n'y a pas forcément plus d'animaux herbivores qui broutent les plantes dans ces endroits-là. Donc c'est des raccourcis qu'on fait. Si on se pose la question à quoi ça sert et qu'on réduit la plante à quelque chose qui est issu simplement de la lutte pour la survie. Donc la question est plutôt à se poser est plutôt comment se montre cette plante à mes sens. J'essaie d'évacuer tout ce que j'ai appris, tout ce que je crois savoir sur la plante, les mécanismes, et d'observer vraiment comment elle se montre à moi, très, très précisément. Donc je disais la première chose, on peut la décrire vraiment comme un objet, comme les couleurs, hein, c'est très intéressant, je pense que vous voyez ça de loin, hein. Il y a un rouge vif, intense, on pourrait se dire mais qu'est-ce que ça dit ce rouge? Alors comment on peut faire? On peut dire ouais bon c'est rouge et on décrit, on donne un nom au rouge, ou on peut se dire ouais quel effet ce rouge a-t-il sur moi? Là je prends ce que disait Dominique tout à l'heure, hein, le lien entre comprendre le monde, comprendre l'homme, c'est moi qui deviens l'instrument de mesure, c'est plus le scan, hein, c'est plus le microscope, c'est moi. Ce rouge, ce contraste entre ce rouge et ce vert, en fait il a un effet sur moi. Si je vous montrais une autre plante toute verdasse, ça n'aurait pas du tout le même effet. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand j'écoute de la musique, ça a un effet sur moi. Ben, regardez la plante comme si vous regardiez une œuvre d'art, en fait. C'est une œuvre d'art, hein. Quelqu'un l'a créée, on ne sait pas trop qui, mais c'est vraiment une œuvre d'art. Regardez-la comme ça, vous dire ce contraste entre ce rouge intense, il y a une zone un peu blanche entre les deux. Après, je peux regarder le vert plus en détail. Très intéressant, je suis en train de regarder ma plante comme un objet, un peu un tableau, hein, en regardant ce qu'elle me montre. Je ne vais pas aller dans tous les détails, c'est pour vous donner les étapes, hein. Première étape, j'observe la plante par tous mes sens, hein. Je peux la goûter, je peux la sentir évidemment, j'utilise tous mes sens, elle est aussi assez tendre, elle n'est justement pas du tout épineuse, etc. Je continue avec la couleur, hein, simplement. Je regarde donc les feuilles, hein, la couleur, et je m'aperçois qu'il y a quand même des couleurs très différentes. Et puis je m'aperçois qu'il y a des feuilles qui ont l'air quand même méchamment fanées, hein, brunes, il y a des feuilles jaunes, il y a des feuilles vert pâle, des feuilles vert moyen, et des feuilles vert vif. Et en fait, cette couleur me parle tout simplement de la dynamique de vie. Les forces éthériques dont parlait Dominique, on les voit. Enfin, excuse-moi, on les voit pas, elles sont invisibles, il a raison. Elles sont suprasensibles, mais on voit leur expression. Si vous regardez en vous l'effet que vous fait ce jaune, excusez-moi, délavé, on sent que la vie est partie. Vous voyez ce que je veux dire? On peut s'exercer vraiment, et vous le faites tous. Vous le faites tous quand vous regardez la couleur de vos feuilles. Simplement, on peut affiner encore plus ce sens de l'observation. Hein, voilà. Ici, on a un vert moyen. On sent bien que ces feuilles-là sont encore en activité, en photosynthèse, mais elles sont plus en croissance, elles sont plus pleines de force de vie. Elles produisent de la matière vivante. Et ces feuilles-là, si vous regardez non seulement la couleur, mais la forme aussi, l'implantation, l'insertion, la manière dont elle se place dans l'espace. Donc je suis obligé d'utiliser plusieurs sens. Je suis obligé de regarder la couleur, je suis obligé de regarder l'implantation dans l'espace. Je pourrais goûter aussi, et je verrai que tout ça est cohérent et me parle de la dynamique des forces de vie, des forces végétatives, des forces éthériques dont a parlé Dominique avant, dans la plante. Et là, on voit bien que si j'essaye de reproduire en moi ce mouvement, hein, vous pouvez fermer les yeux, ou vous dire, mais j'ai envie de faire ça. Et ici, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça, pardon. Je ne vais pas faire trop le clown, mais ça veut dire que ce qu'on perçoit, on peut essayer de reproduire intérieurement et en percevoir la force. Et la force qu'on perçoit intérieurement, en essayant de reproduire ce qu'on a vu, et ça, c'est déjà un premier accès à ce qu'on appelle les forces éthériques, les forces de vie de la plante. Et tout d'un coup, la plante vous paraît quelque chose qui vous parle de quelque chose que vous vivez, parce que vous savez que le matin, si vous êtes affaibli, fatigué, mal digéré ou je ne sais pas quoi, mauvaise nuit, vous êtes voilà, un peu comme ces feuilles-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, vous n'êtes pas comme ces feuilles-là. Mais la qualité de l'expérience que vous faites intérieurement, c'est la même, c'est comme ça. Ou au contraire, si vous êtes en pleine forme, vous pétez la forme le matin, vous êtes comme ça, vous avez envie d'y aller et de mordre la vie à pleines dents. Et c'est la même qualité, c'est évidemment pas la même forme.
mais c'est la même qualité de force. Et la nuit sert pour nous, on est plante la nuit, c'est pour ça qu'on dort. On pourrait dire notre stade plante, c'est toutes les nuits, on a la chance d'être plante pendant toute la nuit. J'espère que tout le monde voit à peu près. Je préférais le faire avec une vraie plante, après je vous montrerai quelques images, mais voilà, j'aime bien les vraies plantes. Donc déjà, en partant de la plante comme objet, en la regardant dans les détails, dans ce qu'elle est, dans l'instant présent, on arrive déjà à s'approcher, on voit des forces qui sont actives dans cette plante et approcher de quelque chose qui est au-delà de simplement son apparence extérieure. Mais pour ça, il faut se prendre au sérieux en tant qu'outil de connaissance, l'être humain en tant qu'outil de connaissance. Si on la met juste dans l'herbier et qu'on cherche son nom scientifique, c'est très bien, mais on ne fera pas ce lien avec nous. Ça restera quelque chose qu'on aura étiqueté. C'est l'autre aspect, c'est ce que fait la science conventionnelle et c'est tout à fait utile, évidemment. Je ne dis pas que c'est inutile. Mais je vais vous montrer l'aspect complémentaire de la démarche goethéenne. Un aspect suivant, comme je disais, si vous regardez ces couleurs, eh ben vous voyez qu'effectivement, en fait, si je veux bien comprendre la plante, déjà elle me montre qu'elle n'est jamais entière. Et que la plante, en fait, elle n'est pas un objet, puisqu'il me manque des feuilles. Il y a beaucoup de feuilles qui sont en train de faner ou qui sont fanées, que je ne vois plus. Donc la plante est véritablement un processus. Ça veut dire qu'en fait, ici, vous n'avez qu'un moment de la vie de la plante. Et si vous dites ça, c'est la plante, ben vous faites une erreur. C'est comme si vous regardiez une image d'un film et vous disiez ça, c'est le film. C'est la même chose. Donc, pour comprendre une plante, il faut la regarder dans toute sa dynamique de croissance, de la graine. Là aussi, je m'appuie sur ce qu'a présenté Dominique, de la graine, du stade de graine ou du bourgeon. Du stade minimum où il n'y a rien à voir, où la plante est complètement intériorisée en elle, en fait, jusqu'à la fin de son déploiement total, quand elle aura fait toutes ses fleurs et les nouvelles graines, pour une plante annuelle. C'est le cas ici, ce n'est pas le cas de la vigne, bien sûr. Donc, la plante, après l'observation de la plante objet, on peut passer au deuxième stade, observation de la plante processus. La plante dans sa dynamique de vie au cours du temps. Si je fais ça, ça ne suffit pas. Là, je mets la plante dans le contexte du temps, mais j'ai aussi une autre question qui peut assez rapidement se poser. Vous apportez qu'une seule plante, j'aurais pu vous en apporter deux ou d'autres. Vous pouvez trouver évidemment dans différents endroits la même espèce de plante beaucoup plus petite, par exemple. Et là, si vous trouvez la même espèce au même stade beaucoup plus petite, vous allez dire, tiens, mais c'est l'environnement qui a dû jouer. Donc une plante sans son environnement, ça n'a pas tellement de sens. Vous voyez, là, je l'ai déracinée, c'est quand même tout à fait réducteur de déraciner une plante et d'avoir juste ses racines comme ça. À l'époque, Rudolf Steiner, quand il décrit les plantes, il dit les plantes sont plus ou moins, il dit, sont toutes liées par leurs racines, entre elles, dans une certaine zone. Et il y a beaucoup de recherches récentes, maintenant passionnantes là-dessus, qui montrent qu'en fait, sous terre, par leurs racines et des mycorhizes, des champignons qui relient les racines, on a vraiment un tapis, un réseau de racines et d'interconnexions par les mycorhizes, par lequel toutes les plantes, sur une vaste distance, sont connectées. Et ça, Steiner, à l'époque, nous le dit. Je donne ça parce que c'est des éléments qui vont permettre de comprendre des choses que Steiner nous dit. Aujourd'hui, on dit qu'une forêt, par exemple, dans la forêt, on a un 3xW comme Internet. C'est le Wood Wide Web, donc l'Internet forestier. Les plantes ont inventé ça il y a 400 millions d'années. Et elles échangent quantité d'informations invraisemblables. Vous avez deux arbres de la même espèce à 30 mètres de distance. On a montré par traceur radioactif que l'arbre qui est à l'ombre reçoit des sucres de l'arbre, le bouleau qui est à l'ombre reçoit des sucres du bouleau qui est au soleil. Et il lui file à son copain, il lui file du sucre, parce que l'autre il est à l'ombre, il n'a pas de chance, il a poussé au mauvais endroit. À tel point qu'on se représente maintenant la vie du sol, la vie des plantes sous terre, au niveau des plantes sauvages, et la question, ça sera dans l'agriculture, comment arriver à maintenir ça, comme une immense place de marché où chaque plante est capable de donner à d'autres plantes, même espèces ou d'autres espèces, ce qu'elle a en surplus. Il y a des plantes qui sont très douées pour aller en profondeur, pour capter de l'eau. Elles vont donner de l'eau à celles qui en ont besoin parce qu'elles ont des racines superficielles en cas de sécheresse. Il y a d'autres plantes qui sont douées pour capter la potasse. Hop, elles vont en donner aux copines. En échange, elles vont recevoir quelque chose d'autre. Il y a une intelligence extrêmement incroyable sous terre dans ces réseaux interconnectés. Là, je fais à nouveau référence à ce qu'a dit Dominique. Vous vous souvenez, il nous a mis la tête en bas, Dominique, c'est ça que tu as fait. Tu nous as dit la tête. Ce qui se passe dans les racines, c'est l'équivalent de ce qui se passe au niveau du système nerveux et sensoriel de l'être humain. Là, on le voit tout à fait. C'est-à-dire, on a des connexions véritablement entre toutes les racines, telles que les connexions que nous élaborons, pas dans Internet, ça c'est une image mécaniste de la vie intellectuelle, on pourrait dire, mais qu'on fait en échangeant des idées en fait. Les plantes échangent des idées, les plantes
plantes échangent des informations. Elles sont capables de dire à 30 mètres ou 50 mètres de distance, attention, il y a un tel parasite qui arrive, prépare des tanins. Et puis quand le prédateur arrive, il n'est pas forcément parasite, mais le prédateur arrive, la plante a un peu plus de tanins, donc l'animal en prélèvera moins. Hein. Donc il y a une multitude d'échanges comme ça. On pourrait décrire évidemment la même chose pour les feuilles, pour les fleurs, mais on serait dans des caractéristiques différentes. Hein. Si on regarde le rapport de la plante à son environnement, hein, c'est maintenant cet aspect-là que je décris, par les racines, la plante va puiser des informations dans l'environnement, elle ne va pas se nourrir, ça c'est un truc de vendeur d'engrais qui dit que la nutrition des plantes se fait par les racines. Les racines ont besoin de peu d'éléments en quantité, mais d'une grande diversité et des éléments au bon moment et en quantité suffisante. Et elles ont la capacité, si on les rend intelligentes, si on stimule leur intelligence, qui est dans les racines, de prélever activement ce dont elles ont besoin. Dans la partie feuille, on voit bien que le rapport à l'environnement de la plante est différent. Là, on est vraiment dans un rapport d'échange. Dominique a montré qu'on est là dans le domaine un petit peu de l'équivalent à la respiration, à la circulation du sang. On voit bien. Dans les feuilles, on a les sève brute qui va aller jusqu'au bout des feuilles par les nervures, qui va irriguer. Là, il va y avoir la formation des sucres et les sucres vont redescendre, se concentrer et permettre de former, soit se mettre en réserve dans la racine, soit permettre de former les feuilles suivantes. Donc là, on a vraiment une espèce de geste rythmique, des substances qui vont jusqu'au bout de la feuille, qui reviennent très proche de ce qui se passe dans notre circulation du sang, et aussi un aspect une sorte de respiration inversée. Bon, c'est banal, tout le monde le sait. Hein. La plante fait l'inverse de ce que fait l'être humain, un coup de chance, hein, parce que sinon on n'aurait pas pu se développer sur Terre si les plantes n'avaient pas enrichi l'air en oxygène. Hein. C'est quand même ça. Hein. C'est elles qui ont préparé le terrain pour l'être humain et les animaux, en ayant fixé le CO2 et enrichi progressivement notre atmosphère en oxygène. Donc c'est vraiment une chance que les plantes absorbent le CO2, rejettent de l'oxygène et que nous fassions l'inverse. Donc on voit que là, on a vraiment une sorte de respiration. Par la feuille, la plante respire avec son environnement, par les gaz, par l'air, donc essentiellement le CO2 et l'oxygène aussi, et respire aussi à une sorte de respiration de lumière. Elle absorbe la lumière par au-dessus, et l'ombre est plutôt en dessous. Donc c'est un autre rapport que le rapport des racines à l'environnement. Et le troisième point, là on ne l'a pas encore, mais dans la fleur, on peut aussi se demander comment la plante entre-t-elle en relation avec son environnement dans la fleur. Je vous dis une fleur, de rose, je vous dis une fleur de lys, je vous dis une fleur de... Bon, vigne, c'est discret, mais je fais attention de ne pas vexer les viticulteurs, c'est quand je dis que c'est une demi-fleur, bon, c'est pas le sujet. Mais prenez une fleur, un coquelicot, quelque chose comme ça, qu'est-ce que ça évoque et quel est le rapport à l'environnement de la fleur? C'est encore tout autre. Ça n'a rien à voir avec le rapport des racines. Les racines s'interconnectent, les racines perdent leur identité, se relient, échangent des informations, sont toujours en croissance permanente, en processus. La feuille est en respiration, en échange. Et la fleur, en fait, parle non seulement à des êtres, à d'autres plantes, mais surtout qu'elle exprime l'identité de la plante à des êtres comme les animaux et les êtres humains, qui sont dotés d'une âme, qui sont dotés de sentiments et qui vont ressentir des sentiments, une attraction pour ces fleurs. Je veux dire, quand vous suivez du regard des abeilles, des bourdons, etc., qui butinent, c'est incroyable, c'est magnétique, quoi. Il y a une attraction invraisemblable et quelquefois les insectes et les fleurs sont vraiment comme la clé et le trou de la serrure chez les orchidées, les sauges, c'est invraisemblable ces mécanismes. Donc la fleur exprime l'identité de la plante, on pourrait dire à un stade encore supérieur, plus individualisé que la racine ou que la feuille, et entre en relation avec le monde animal. Et effectivement, dans la fleur, on voit quelque chose qui n'est plus tout à fait végétal. Je reprends aussi, je m'appuie vraiment sur ce qu'a donné Dominique. Dans la fleur, on voit bien qu'on a quelque chose qui est assez proche du monde animal. Il y a des fleurs qui ont vraiment un air d'animal, des gueules. Il y a toute une famille, un Scrofulariaceae, famille des grandes gueules. C'est toutes des bouches, des gueules, des monstres, etc. Si vous regardez à la loupe, la famille des digitales, par exemple, des gueules de loup, le terme est donné. Toutes nos légumineuses ont aussi des formes de papillons, de gueule, de tête, etc. Donc là, on a chez la plante quelque chose qui est modelé, en fait, marqué par des influences que l'on retrouve aussi chez le monde animal. Donc il y a et on pourrait dire, donc, pour prendre le terme, que là, il y a les forces astrales qui se révèlent dans la fleur. Donc là, j'ai essayé de vous montrer, on est passé de l'observation de la plante objet à l'observation de la plante processus en relation avec, dans le temps, l'observation de la plante dans le temps, en relation avec son environnement. C'est-à-dire, la plante, c'est finalement un point de concentration de tout ce qui se passe autour d'elle, et elle transforme les qualités du sol, les qualités de l'air, les qualités de la lumière et les qualités astrales
en substance. Et c'est ça que vous allez avoir finalement. Donc la plante, c'est une concentration d'un certain lieu, et c'est ça que ça vous donne. Et c'est pour ça qu'on peut bien comprendre la qualité de terroir en fait. Les qualités du sol, les qualités de la lumière sont condensées et transformées en matière avec des formes, des couleurs et des éléments qui parlent à tous vos sens. Et ensuite, il s'ajoute évidemment encore une autre étape d'observation. Même sans connaître cette plante, vous êtes d'accord que ce n'est pas de la vigne, vous êtes d'accord que ce n'est pas de l'Achille et millefeuille, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'unique dans chaque plante qui se manifeste en particulier dans sa fleur, mais à travers toute sa forme aussi. On pourrait dire que c'est son identité spécifique. Et une fois qu'on a observé tous ces aspects décrits préalablement, on peut essayer intérieurement de faire cet exercice, de se dire mais finalement, qui c'est cette plante? Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Quelle est cette individualité? Quelle est son unicité? Et pour ça, on peut parler du geste ou du génie de la plante, c'est-à-dire on rassemble toutes les observations qu'on a faites, que j'ai décrites rapidement, et on essaye de rassembler ça intérieurement et de se dire mais maintenant, qui es-tu? Tu es qui toi? Qu'est-ce que tu as de particulier? C'est pas simple, et on voit bien que là on est obligé de faire un exercice intérieur, de rassembler toutes les observations, qu'on peut aussi trouver en partie dans des bouquins, et de se dire mais qu'est-ce qui est commun à toutes ces observations? Est-ce que le goût amer, est-ce que cette forme, la forme des dents, est-ce que ce contraste des couleurs rouge et vert, est-ce que la manière de pousser, etc. Qui se révèle à travers ça? C'est-à-dire que là on regarde la plante d'un point de vue physionomique comme si on rencontre une personne et on essaye de se dire mais à qui j'ai affaire, hein? Chacun d'entre nous se révèle par tout ce qu'il fait, par ce qu'il dit, par sa manière d'agir, par sa manière d'être, par sa physionomie, partout. La plante, on peut l'observer de la même manière, et là, on n'est plus dans la plante objet ou dans la plante processus, on est vraiment dans la plante, on pourrait dire être. On rencontre un être à part entière, et on est d'égal à égal, enfin d'égal à égal. C'est un être, moi, être humain, qui rencontre une plante, un autre être. Et là, on pourrait dire qu'on est on peut entrer dans une sorte de dialogue avec la plante. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, c'était assez courant, hein. Paracels parle du langage des plantes, hein. Il dit il faut juste comprendre ce qu'elles nous racontent. Ça veut dire qu'il les considère comme des êtres avec qui on peut dialoguer. Je reviens d'Afrique du Sud, j'ai rencontré quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec des médecines man, des bushmen, enfin des Africains. Il dit en fait, la pratique principale et le plus haut degré de la médecine africaine traditionnelle, c'est de parler avec la plante et de lui demander, même de lui demander est-ce que tu peux m'aider, qu'est-ce que tu es prête à faire pour nous. C'est assez incroyable pour notre conscience, mais vous voyez dans quelle conscience on est quand on pose cette question. Et ça marche, je veux dire. Ils soignent des gens qui ne sont pas soignés par la médecine conventionnelle aussi. Mais ça veut dire que c'est une toute autre attitude, et que là, on pourrait dire, on s'adresse effectivement, on échange avec l'esprit de la plante, avec l'être qui est là. Et finalement, Steiner, quand il nous parle des plantes dans son cours aux agriculteurs, il nous parle de l'être de la plante. Et c'est pour ça que ça nous paraît bizarre ce qu'il nous dit, parce qu'il ne nous parle pas tellement de la plante objet, un petit peu de la plante dans son environnement, mais finalement de l'être et des liens qu'a cet être de la plante avec certains éléments chimiques en plus. Et il dit finalement, chacun de ces êtres, dans mon compost, chacun apporte une caractéristique, et si j'ai une belle composition, c'est comme une équipe, quoi. Il y a des équipes qui gagnent et qui perdent. Les 6 préparations du compost, les 6 plantes médicinales qu'on met dans le compost, c'est une équipe qui gagne à tous les coups, quoi. Parce qu'ils se complètent bien. C'est peut-être une manière bizarre, mais si on les considère comme des êtres, c'est ça que nous dit Steiner. Chacun apporte son caractère, ce qu'il est, et va permettre de régénérer la terre fondamentalement, hein, puisque c'est ça le but, hein, c'est d'avoir une terre plus vivante, sans qu'elle soit trop vivante à certains moments, avec tous les bémols et les remarques qui ont été faites préalablement, hein. Donc voilà, peut-être ça c'était un essai en fait pour vous décrire, esquisser rapidement ce que Goethe, donc qui est un peu la personne sur laquelle Rudolf Steiner s'est appuyé pour observer les plantes et décrire les plantes, ce que Goethe appelle la plante originelle, c'est-à-dire l'idée de la plante, ce qu'est la plante fondamentalement, la plante vivante, la plante en tant qu'être vivant, hein. Donc là j'ai essayé de le faire brièvement comme ça un petit moment. Et une fois qu'on a un peu saisi ces grands principes de la plante, du végétal, alors on peut les décliner à l'infini. Pour revenir à ce que disait Dominique, effectivement dans chaque plante il y a un certain type de rencontre entre les forces de la racine, et surtout les forces vitales, les forces de vie, les forces de croissance, les forces éthériques, et les forces astrales, les forces modelantes, les forces structurantes, ce qui va donner la fleur, les parfums, les goûts. Dans chaque plante, ces différentes forces se rencontrent de manière différente, de manière particulière, unique. Et c'est ça qui peut être une clé d'observation. Et maintenant, je vous propose qu'on passe à la pratique avec l'Achille et millefeuille, puisqu'on va prendre cette... et là, j'ai des images, hein. Là, j'essaie de vous emmener un petit peu sur l'histoire de l'Achille et millefeuille. J'espère que vous en avez une petite idée. Sinon, ça sera l'occasion après pour vous de découvrir cette plante un peu plus en détail. Et l'idée, c'est vraiment de suivre les étapes
qu'on a décrites. La première chose, quand on se balade dans la nature, pour rencontrer l'achillée, en fait, la première chose intéressante pour comprendre la plante, donc, directement dans la nature, c'est son milieu. Où est-ce qu'elle pousse? Comment je la reconnais? Bon, bah là, je ne sais pas si vous reconnaissez plus ou moins, mais il y a des fleurs blanches, des plateaux blancs que l'on peut deviner ici ou là dans cette prairie. Si je prends le temps, et je vous donne cet exemple que vous pouvez appliquer à toute plante après, pour faire votre propre observation de n'importe quelle plante, essayez de qualifier le milieu par ses caractéristiques. Tout simplement, la terre, comment est-elle? Lourde, riche, maigre, sèche. Pour l'achillée, vous allez avoir une terre plutôt chaude, vous allez avoir une terre plutôt pauvre, vous allez avoir des pâtures à moutons, typiquement, des pelouses un peu épuisées, un peu où ça ne pousse pas trop bien, et vous allez avoir un terrain plutôt bien, un peu surexposé. C'est pas dans un fond de vallée, c'est plutôt sur une butte, sur un bord de chemin, sur un bord de talus, et vous allez avoir un endroit toujours très ensoleillé. Dès que vous allez un petit peu à l'ombre, c'est une autre espèce d'achillée qui va prendre le relais. Dès que vous allez un peu à l'humidité, c'est une autre espèce qui va prendre le relais. Donc beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur et un terrain sur lequel il y a une fine couche d'humus qui risque de partir par surpâturage, par pâturage des moutons qui vont casser, qui mangent très ras et qui, avec leurs pattes, peuvent casser la couche vivante du sol, en fait, la couche d'humus du sol. Et là, on trouve l'achillée. Vous la trouvez quasiment dans tout gazon, mais c'est intéressant de décrire précisément ces caractéristiques du milieu et après de voir la personnalité de l'achillée, puis de se dire, mais qu'est-ce qu'elle vient faire à cet endroit-là? Pourquoi pousse-t-elle là et pas ailleurs? Et vous allez voir qu'une bonne description des caractéristiques du milieu permet déjà d'apprendre beaucoup sur les propriétés médicinales d'une plante. Voilà, ça c'est une jolie petite image de l'achillée en hiver, mais ça vous donne une autre impression en hiver. Avec les cristaux de gel, elle a quelque chose de très cristallisé dans toutes les feuilles. Une impression de l'achillée en hiver, donc au stade de rosette, vous avez une multitude de petites feuilles toutes fines. Et là, en plus, les cristaux de glace renforcent ce côté très, très ciselé, extrêmement ciselé. Ça ne s'appelle pas millefeuille pour rien. Chaque feuille semble être composée d'un millier de feuilles ou plus, quoi. Voilà, bon, un autre aperçu, une autre prairie, on se promène. Là, je suis parti de la fleur. On peut évidemment partir de différentes manières, mais là, c'est ce qui nous touche au premier regard, et pourquoi pas partir de ce qui nous touche. Elle fleurit plutôt après la Saint-Jean, après le début de l'été, après l'apogée du soleil dans le ciel, l'achillée, et elle forme des plateaux blancs avec une multitude de petites fleurs qui sont toutes réunies, resserrées, et qui forment une sorte d'ombelle, quelque chose, une unité en fait. Et on a un peu l'impression que le ciel lui est tombé sur la tête. Elle est vraiment un plateau, pouf. Il y a des fleurs, si vous pensez à la camomille ou je ne sais pas, beaucoup d'autres fleurs, on a l'impression qu'elles sont en pleine expansion, en ouverte, même la valériane ou beaucoup d'autres fleurs. Là, on a l'impression que quelque chose la comprime, la compresse d'en haut, ça fait un plateau. Un beau plateau, un blanc bien puissant qui peut aller jusqu'au rosé quelquefois. Quelque chose de très, très pur, très précis, très ciselé, très net, mais comme Steiner le dit, assez discret finalement. L'achillée, elle ne se met pas en avant, c'est pas la grosse pivoine, rien contre les pivoines, mais voilà, c'est plutôt une discrète, elle fait partie du paysage, elle fait partie de la prairie, elle est sur les bords de talus, et Steiner la décrit déjà comme un personnage, tout de suite il dit, elle fait partie de... C'est comme ces personnages qui sont toujours là, qui sont présents, qu'on aime bien avoir, mais qui ne se mettent pas forcément en avant. Alors voilà, là c'était les impressions. C'est très intéressant de regarder comment une plante démarre sa vie, pour tout le monde c'est intéressant, pour les plantes aussi, et vous voyez qu'en fait l'achillée, elle va démarrer, si je sème une graine d'achillée, elle va former très rapidement des feuilles très découpées. Ça, c'est une caractéristique intéressante. Dès le début, les feuilles sont allongées et très ciselées. Donc il y a une forme très marquée, très présente, très rapidement. Ça, c'est un aspect particulier. Si vous pensez au radis, le radis va rester avec des feuilles assez rondes. La carotte, elle va aussi commencer rapidement avec des feuilles découpées. Donc on va voir l'intérêt. Mais toutes ces observations qui paraissent un peu banales sont en fait importantes parce que vous faites connaissance avec elles, quoi. Voilà, là c'est pour vous montrer l'achillée au cours de sa vie. À partir de tout à gauche, vous avez la germination qu'on a vue en détail. En fait, là, donc dans le temps, le déroulement de l'achillée dans le temps, là ça a été fait dans des récipients qui permettent de voir les racines, dans une terre plutôt meuble, donc pas dans la terre naturelle de l'achillée, sinon les racines seraient beaucoup plus superficielles. Vous avez au début, en fait, l'achillée va faire rapidement ses feuilles
très allongée, très finement ciselée qu'on a vue, et fait une rosette, c'est-à-dire une touffe de feuilles qui reste collée au sol, plaquée au sol, et qui fait une sorte de tapis. Et alors c'est très intéressant si vous regardez un endroit où l'achillée pousse. Si vous commencez à déraciner une ou deux rosettes d'achillée, vous allez voir qu'il y en a beaucoup en fait, et qu'il y a tout un réseau, il y a comme un tissage, il y a comme une moquette qui tient tout l'humus du sol. Donc elle évite vraiment la perte d'humus du sol, on pourrait dire, elle évite une sorte d'hémorragie du sol, on pourrait dire, avec un tissage de rhizome, c'est-à-dire de tiges horizontales à la surface du sol, juste au-dessus ou juste en dessous du sol. Et ce tissu fin maintient vraiment la couche de sol. À partir du milieu du printemps, c'est plutôt assez tard chez l'achillée. On va arriver au stade qui est central, là où vous voyez les tiges qui commencent à s'élever. Là, on a toujours ces feuilles fines, en fait, et on va arriver en début d'été, ça dépend des régions, à cette plante avec cette multitude de tiges, cette grosse touffe, avec des tiges toujours très droites, bien strictes, avec des feuilles assez petites, très tenues par la tige, qui vont diminuer vers le haut. Et ce plateau final de fleurs, en fait, qui fait une belle unité, comme ça, plus ou moins marquée. Donc on a quelque chose. Et sous terre, vous voyez qu'en fait, là, on devine des stolons à droite et à gauche de la grande plante. C'est-à-dire que dès la première année, tout de suite, elle va coloniser le terrain et occuper tout l'espace, en fait, tenir tout l'espace, occuper le terrain, c'est-à-dire amener de la vie, en fait, sur la terre et maintenir la vie. Sous terre, après, elle a des racines fines qui peuvent s'insérer entre les cailloux. Souvent, son terrain est caillouteux. Mais c'est surtout les stolons qui ont la place la plus importante. Ouais, là, on voit pas très bien, je crois. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez regarder, c'est la camomille à gauche et l'achillée à droite. C'est juste pour comparer les racines. Vous voyez que ça vaut la peine de regarder le comportement des racines. Chez la camomille, les racines sont beaucoup plus pivotantes, beaucoup plus épaisses, beaucoup plus charnues, et vont beaucoup plus profondément dans le sol. On aurait chez la matricaire camomille quelque chose de vraiment différent dans la manière de se lier à la terre, se lier au sol. Ça vaut vraiment la peine de regarder comment chaque plante se relie à la terre, se relie au sol. Voilà, là je vous ai mis cet exemple parce que si on regarde les feuilles de l'achillée, on va commencer par ça. Si je prends des feuilles d'achillée du bas de la plante jusqu'en haut, je vous ai montré, si j'avais une achillée, j'aurais tout simplement ramassé les feuilles du bas jusqu'en haut et je les ai alignées là pour les observer les unes après les autres. Alors pourquoi on s'amuse à ça? Parce qu'en fait, la métamorphose successive des feuilles, toutes des premières, donc que vous voyez à gauche jusqu'aux dernières à droite, est, comme j'ai dit au début, le reflet tout simplement de l'action des forces successives qui vont modeler la plante. Et c'est comme ça qu'elle se révèle. Elle n'est pas capable de nous parler directement, donc elle se révèle aussi par ses formes. Et là, vous voyez que dès le début, l'achillée a des feuilles très finement divisées, très finement structurées. Cette structuration se poursuit, les feuilles augmentent de taille, mais jusqu'à la fin, on a des feuilles extrêmement divisées qui se divisent même toujours plus. Donc on a une espèce de dentelle de feuilles qui est inimaginable. Vous prenez véritablement une feuille d'achillée en main, en détail, vous la regardez précisément. Si vous avez de la patience, vous essayez de la dessiner, ça prend vraiment du temps. C'est assez terrible. Vous allez voir à quel point, on pourrait dire, la sagesse de la nature a travaillé ces feuilles. C'est des feuilles qui sont non pas horizontales, mais à 3 dimensions. Et chaque foliole, chaque élément de la feuille est refermé comme ça, enclos, tient de l'air en fait, et on a une structuration, c'est de la dentelle de Calais, ou il y a peut-être encore mieux que la dentelle de Calais, enfin c'est une dentelle extrêmement fine, extrêmement rigoureuse, extrêmement précise. Aucune partie de la feuille n'est laissée à l'abandon, n'est fait de manière un peu grossière. Si vous prenez une feuille de chêne, tout le monde a peut-être une feuille de chêne à l'esprit, feuille de chêne c'est grossier, c'est une forme, on a l'impression que le chêne, chaque feuille, il n'avait pas trop de temps, il en fait plein, mais la forme c'est pas trop important. Là on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est hyper précis dans le détail, qui a dessiné ça. Il n'y a pas une feuille qui passe, qui sort si elle n'a pas été finalisée, terminée jusque dans le moindre détail, quoi. Pourquoi je décris tout ça? Parce qu'en fait, on parle de celui qui fait l'achillée. Et celui qui fait l'achillée, c'est qui? C'est la plante elle-même, c'est l'être de la plante. C'est pas, je présuppose pas qu'il y a le bon Dieu là-haut avec sa barbe dans le ciel, non. L'hypothèse, c'est de dire vraiment dans la plante, liée à la matière, il y a la sagesse de la plante, il y a cet esprit de la plante qui agit en permanence et qui structure ça. Et j'essaye de décrire ce qu'il fait, en fait. Voilà, donc si on revient à ce type de feuille et qu'on le compare à une plante peut-être un peu plus qui correspond à la plante que je vous ai montrée, on va voir, ici on a du senson, les feuilles de gauche sont des feuilles du début de la croissance, les feuilles de droite sont des feuilles de la fin. Et vous voyez qu'en fait
gauche à droite, on a un affinement des feuilles toujours plus ciselées, toujours plus découpées. Et on pourrait dire que l'Achillée, elle commence par les feuilles de la fin. Vous voyez, si je prends ça comme référence, ça veut dire que l'Achillée, dès le début, a des feuilles florales. Toute l'Achillée est pénétrée d'influence florale ou d'influence astrale, pour prendre ce terme très fort. Dès le début, c'est une plante qui est extrêmement structurée. À aucun moment, elle fait de la salade. À aucun moment, elle fait de la grosse feuille. À aucun moment, elle se laisse aller à faire de la matière végétative abondante. Dès le début, la structuration est très importante. Et c'est une caractéristique particulière de cette plante. Voilà, encore pour préciser peut-être aussi, on a parlé des fleurs, on a parlé des feuilles. La tige aussi a quand même quelque chose de sec, hein, quelque chose de presque ligneux. L'Achillée ressemble à un petit arbre. Les feuilles sont tenues autour de cette tige, à tel point qu'on utilise l'Achillée pour les baguettes de Yiking, hein, par exemple, en Chine. Donc elle a un côté pour les baguettes divinatoires. Et si vous regardez au début du printemps, après l'hiver, vous repérez des touffes d'Achillée, vous verrez que les baguettes sont toujours là. Les baguettes sèches sont là. C'est-à-dire qu'il y a un côté très durci, très conservé, très resserré de cette plante. Chez d'autres plantes, si je compare à la camomille a à peine formé ses graines que tout est décomposé, tout a disparu, il n'y en a plus, quoi. Elle n'est plus là, quoi. Et beaucoup d'autres plantes disparaissent, hein. Le pissenlit, c'est pareil, il disparaît. Enfin, toute la partie supérieure, au-dessus des feuilles, disparaît immédiatement. Là, on a une conservation, une concentration, une densification de la substance particulière. Voilà, ça je prends un peu, c'est un schéma, une image un petit peu simple, qui montre le caractère, le geste de différentes plantes dans une prairie au cours de l'année. Et vous voyez que des crocus tout à gauche au colchique tout à droite, donc crocus maintenant, colchique septembre, hein, donc de mars à septembre, vous voyez qu'en fait la hauteur à laquelle fleurissent les différentes plantes correspond exactement à la montée du soleil dans le ciel. Et c'est pas les plantes qui fleurissent le plus haut, c'est les plantes en fait qui fleurissent vers mi-juin, fin juin, au moment de la Saint-Jean, quand le soleil est le plus haut. Donc on voit vraiment que on pourrait dire la relation entre terre et soleil s'imprime directement sur les plantes et que le soleil exerce une force d'attraction sur les plantes. Plus il s'élève dans le ciel, chaque jour il s'élève plus haut, hein, c'est ça qui fait le soleil, les plantes sont soumises à cette attraction et elles s'élèvent chaque fois plus. L'Achillée, elle, va fleurir après la Saint-Jean, va fleurir au niveau de la plante qui est la plus petite à côté de la grande. Hein. La grande, c'est une cnossie, là, et on a à côté une scabieuse, peu importe les noms, mais l'Achillée est déjà dans cette dynamique de l'année descendante, on pourrait dire, et on le voit en fait bien. Dynamique d'année descendante, c'est la dynamique de concentration, de densification. Le ciel, le plateau de fleurs montre aussi cette dynamique. Au printemps, vous avez des fleurs qui sortent vers la périphérie. À partir de l'été, vous avez des fleurs qui se densifient, des chardons, des ombelles, des carottes sauvages, etc. Vous avez un tout autre geste. Donc la plante me parle aussi de son rapport à l'année solaire, le montre, l'exprime directement. Donc l'Achillée, c'est une plante qui a ce geste en fait de densification, de concentration d'été, vraiment. C'est vraiment une plante d'été. C'est pas une plante de printemps, c'est pas une plante d'automne. Hein. Elle a cette caractéristique de densification, de concentration. Voilà, si on essaye d'aller encore un petit peu plus en avant et d'essayer de trouver ce geste, hein, de ce personnage, hein, Achillée, qui es-tu, en lui posant la question, on pourrait dire qu'on a un certain nombre de caractéristiques communes. C'est de diviser très intimement la substance. Autant dans les feuilles que dans les fleurs, tout est très très finement divisé, structuré à l'infini, de manière presque invraisemblable. Hein, parce qu'en fait, les fleurs, dans ce que vous prenez pour une fleur, l'unité, c'est chaque fois encore une dizaine de fleurs. Donc là, il faut prendre la loupe. Hein, l'Achillée structure la substance jusque dans ses plus intimes recoins, on pourrait dire, autant pour les feuilles que pour les fleurs, et après réunit tout ça. Il n'y a pas de dispersion. Si vous prenez une fleur de carotte sauvage, je pense que tout le monde connaît une fleur de carotte, on a plutôt un peu une explosion, une dispersion, des jolies étoiles qui se dispersent. Chez l'Achillée, c'est tenu. Donc c'est structurer intimement la matière et tenir, rassembler, resserrer. On voit ça chez la tige, qui est bien stricte, bien durable. On voit ça chez les feuilles, qui ont un pourtour bien précis, très finement divisé. On a ça chez les fleurs aussi, l'ensemble des fleurs, l'inflorescence, qui forment toujours une unité. Même si c'est pas facile de faire une unité parce que les tiges qui forment la fleur partent de différents niveaux. Donc on a vraiment l'impression que quelque chose vient dire en haut, là, stop, tu t'arrêtes. Si vous regardez bien, c'est pas une vraie ombelle pour ceux qui connaissent la botanique, c'est pas une vraie fleur de carotte. C'est plus facile d'avoir une fleur, toutes les fleurs au même niveau si vous faites comme un parapluie, une ombelle. Si vous avez des tiges qui partent de différents niveaux, il faut vraiment qu'il y ait une force en haut qui vienne. Voilà, la comparaison des fleurs, là, c'est des fleurs de 3 plantes des préparations biodynamiques, qui est très intéressante aussi. Vous avez des fleurs comme celle de la matricaire camomille au milieu qui distribue leur parfum. Vous approchez, ça sent, etc. Vous frottez un peu, ça sent. L'Achillée, même le geste de l'odeur est conservé. Ça sent rien. Il faut prendre la fleur, il faut frotter,
il faut écraser et là ça sort. Et là vous avez une odeur aromatique un petit peu amère, assez intéressante. Hein. Ça vaut vraiment la peine. Bon, c'est compliqué de faire sentir 150 personnes, mais l'odeur de la fleur, cette odeur est vraiment une huile essentielle hein, qu'on peut tirer de la fleur, ou même l'odeur de la fleur est une odeur qui réveille, qui va stimuler entre autres la sphère hépatobiliaire, hein, qui va en fait favoriser, oui, on pourrait dire l'éveil, la concentration. Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression que le geste que l'on découvre dans ses formes, dans tout son caractère, il est aussi dans l'odeur. On retrouve ce geste de une aquilée le matin, une tisane d'aquilée le matin, c'est vraiment, ça vous réveille bien et ça vous permet de devenir un tout petit peu aquilé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps astral, votre monde intérieur de l'âme qui était perdu, puisque quand vous dormez, vous êtes comme une plante végétative, on dira, fait exactement, est soumis à l'influence par la rencontre de l'aquilée que vous buvez. Hop, tout d'un coup, votre conscience, hein, on va dire votre corps astral, votre conscience, ce qui vous permet de rencontrer le monde, tout d'un coup se relie à votre corps et vous êtes bien présent. Donc en bas, voilà, vous voyez la succession vous voyez la transformation de la fleur d'aquilée qui en fait ne s'ouvre jamais. Elle reste toujours fermée. Ce n'est pas une fleur qui s'ouvre, c'est une fleur qui se conserve comme ça. Rudolf Steiner fait un lien très intéressant avec le soufre et la potasse, qui n'est pas forcément évident à trouver, mais je vais essayer de vous le décrire un tout petit peu. Si vous regardez vraiment le caractère de l'aquilée, il y a deux choses. C'est une plante qui pousse au début avec une grande puissance végétative mais tenue, et qui a une caractéristique très intéressante, c'est que même en période de grande sécheresse, les feuilles restent vertes. Quand vous avez une pâture à moutons, tout est desséché, c'est le tapis, c'est cramé en été là. Vous avez des touffes vert sombre, vous allez voir, c'est l'aquilée. Et en fait, ce lien à la potasse, on peut le trouver là. Si vous pensez à l'effet de la carence en potasse sur certaines plantes, quand il y a une carence en potasse, c'est les jeunes feuilles qui vont mobiliser la potasse. Les feuilles un peu plus âgées n'auront plus assez de potasse et l'effet sera que les feuilles vont faner, vont retomber, vont dessécher plus rapidement. L'aquilée, on dirait qu'elle a toujours plein de potasse. En tout cas, elle se comporte comme si elle avait toujours plein de potasse. Ça veut dire que ses feuilles restent toujours vert sombre, jeunes, même si les conditions sont totalement contraires, même si c'est sec, même si c'est aride, même s'il n'y a pas d'eau, même si... Donc elle a cette capacité, effectivement, déjà dans son geste, à montrer ce lien à la potasse. Ensuite, des recherches très précises ont montré que pulvériser régulièrement une tisane d'aquilée peut aider les plantes à mieux mobiliser la potasse présente dans le sol que sans aquilée. Pas à produire de la potasse, mais à mieux mobiliser la potasse présente. Ça a vraiment une action dans ce sens-là. Donc la potasse en tant qu'élément terrestre, hein, on pourrait dire parente de l'élément calcium, hein, dont a parlé Dominique, l'élément qui permet à la plante de gonfler, de pousser, de se développer végétativement. Et après, l'autre élément avec lequel Steiner fait le lien, c'est le soufre, qui est là l'élément quasiment opposé, que vous connaissez bien, qui est un élément qui est plutôt pulvérulent, qui s'exprime du point de vue du processus dans la floraison de la plante, hein, du point de vue du caractère, hein, ce côté très soufré, hein, avec cette substance très, très, très jaune. Et le soufre, là aussi je fais référence à ce que Dominique a dit, Steiner dit le soufre, la plante utilise le soufre pour amener l'esprit dans la matière. Alors on va dire ouais c'est sympa, mais maintenant on peut se dire l'aquilée, et Steiner dit l'aquilée c'est finalement un modèle, comment une plante peut utiliser le soufre. Parce que dans l'aquilée, l'esprit est présent dans chaque minute particule de feuille. C'est pas une plante qui, bon, elle a une idée, mais elle fait ça grossièrement. Hein. Si je compare à quelqu'un, je vous demande de faire un dessin, vous avez une idée précise, mais vous n'avez pas le temps, vous dessinez rapidement des feuilles et hop, c'est fini. Non, l'aquilée, c'est l'inverse. Elle va rester à dessiner ses feuilles, ses fleurs, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ce soit parfait. Ça veut dire que l'esprit, l'idée, s'incarne complètement le plus finement possible avec la matière. Alors c'est évidemment une manière tout à fait différente de voir le soufre, hein, je suis d'accord. On parle du processus soufre, de la dynamique du soufre, et pas du soufre en quantité. Il n'y a pas énormément de soufre en quantité dans l'aquilée, mais il y a une capacité, en fait, à mobiliser le soufre ou à porter aux plantes qui bénéficieront, on va dire, de l'aquilée, cette capacité à mieux, en fait, mobiliser l'esprit, c'est-à-dire à mieux se former selon leur identité, selon leur idée, selon leur modèle, si vous voulez. Ça me paraît important parce que toutes ces plantes des préparations biodynamiques et d'autres, Steiner les apporte vraiment en lien avec des éléments chimiques et c'est important de comprendre ça parce que chacune peut vraiment nous apporter ça concrètement. Hein. Si vos plantes ont du mal à mobiliser la potasse, eh ben, allez-y. Si vous avez besoin, envie ou besoin de diminuer concrètement les quantités de soufre, vous pouvez effectivement ajouter une tisane d'aquilée millefeuille
dans vos pulvérisations de soufre, ça va vous diminuer, ça va vous permettre progressivement de diminuer le soufre. Je ne dis pas de le remplacer complètement, mais ça permet de le limiter vraiment. Alors, vous avez compris, hein, c'est une plante qui, en fait, quand on voit là où elle pousse dans toutes les conditions, est vraiment capable de permettre aux plantes de supporter des périodes très chaudes, très chaudes et sèches. On le voit, un comportement naturel qu'elle a. Hein. Pour ça, de manière assez... je n'ai pas mis la recette, mais je peux vous la donner. C'est assez simple. Hein. C'est des tisanes que l'on fait à partir de fleurs sèches d'aquilée. L'aquilée florissant en début juillet, août, c'est conseillé éventuellement de la récolter l'année d'avant, pour pouvoir l'utiliser plus tôt dans l'année. Donc de bien recueillir les inflorescences, hein, vraiment la partie haute, là, avec le moins de feuilles possible. Vous coupez en haut la partie blanche, faire sécher proprement, mais c'est une plante qui est déjà assez sèche, mais bon, il faut faire sécher sur des tamis. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser à raison de 10 à 20 grammes de fleurs sèches à peu près que vous infusez dans 4 litres d'eau. Hein, 10 à 20 grammes dans 4 litres d'eau et vous montez après à 35-40 litres. Par hectare. Hein. Et ça va être soit vous pouvez le mélanger au soufre, hein, comme je disais, pour limiter les pulvérisations de soufre, soit vous pouvez l'amener le soir, dans ce cas-là, en période très chaude, en période de sécheresse et de grande chaleur, hein, parce qu'elle a vraiment cette capacité de rafraîchir, on va dire, et de permettre aux plantes de mieux supporter l'excès de chaleur. Non, je voulais dire aussi pour les propriétés médicinales, parce que c'est intéressant de faire le lien finalement. Les propriétés médicinales sont... comme j'ai dit, c'est ce côté d'éveil, hein, ce côté d'aider à s'éveiller, mais c'est aussi de manière globale. Si on prend le geste, c'est de manière globale l'aquilée a ce geste en fait de concentrer, de resserrer, de rassembler. De manière toute et ça vous pouvez le décliner à tous les niveaux en fait. Anti-hémorragie, c'était l'herbe au charpentier, éviter les écoulements de sang. Le charpentier, il mettait une petite coupure, petite feuille d'aquilée. Donc resserrer, fermer, éviter les écoulements de liquide. Ensuite, vous avez contre les diarrhées. Vous avez évidemment après dans une régulation des liquides pour raffermir en fait les organes, soutenir les organes qui travaillent avec les liquides. Donc une activité particulière sur le système rein et vessie pour vraiment soutenir quand on a des problèmes rénaux en particulier. Donc on a toujours cette capacité à gérer l'eau de manière économique, on va dire, de resserrer, de rassembler, de concentrer et d'amener après l'aspect astral, c'est-à-dire à amener une sorte d'intelligence en fait, hein, de rendre les organes plus intelligents pour mieux gérer en particulier cette question des liquides. Peut-être que ça vous permet de faire un petit tour, hein, vous voyez qu'on pourrait aller encore beaucoup plus loin sur une seule plante. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à travers l'observation d'une plante précise, bien sûr, on peut prendre dans les bouquins et voir l'ensemble de la composition chimique de cette plante. Et à chaque élément chimique, on attribuera une propriété médicale. Mais là, on risque de se perdre à nouveau dans une multitude. C'est intéressant d'avoir cette composition chimique, mais en face, le geste qui nous est proposé par Steiner, c'est de dire, mais chercher l'essence de la plante, chercher son esprit, qui est le personnage là, trouver son geste général, et avec elle, une fois que vous l'avez comprise globalement, peut-être que fur et à mesure, vous arriverez en dialoguant avec cette plante par une sorte de compagnonnage avec cette plante, on pourrait dire. Hein. C'est-à-dire de la voir à l'esprit, de la connaître, c'est une bonne copine. Et en fait, dans votre vigne, quand vous sentez certaines situations, plus vous la connaîtrez, plus vous serez capable de dire, là, je sens qu'il y a besoin d'aquilée. Ça passera plus par un raisonnement, il faut mettre de l'aquilée parce qu'elle contient telle substance qui peut agir contre ça, etc. Ça, c'est un raisonnement très intellectuel et un peu livresque, qui peut être utile. C'est des données qui peuvent être utiles. Mais ça peut, à terme, je pense, devenir de plus en plus un raisonnement où vous percevez l'ambiance de votre parcelle de vigne et tout d'un coup, l'aquilée vient vous dire, mais tiens, c'est de moi que tu as besoin. Et je pense que c'est quelque chose que vraiment chaque viticulteur, chaque agriculteur peut développer au fur et à mesure. C'est ce que propose aussi Rudolf Steiner en disant, mais goûtez les plantes. La meilleure manière de connaître ces plantes des préparations, mais faites des tisanes, goûtez-les, regardez sur vous. Vous allez percevoir rencontrer ces personnages et savoir comment les utiliser à juste escient. Il y a ces 6 plantes des préparations biodynamiques. Vous pouvez explorer avec d'autres plantes pour compléter vos tisanes, pour ajouter d'autres plantes de votre terroir, de votre lieu, que vous pouvez aussi découvrir comme ça, fréquenter pour qu'elles deviennent des bonnes copines avec qui vous allez savoir travailler, non plus par un raisonnement extérieur en se disant j'ai besoin de telle substance, telle plante me le propose, mais parce que j'ai besoin de tel geste, j'ai besoin de telle dynamique et cette plante-là peut me l'apporter. Voilà, merci beaucoup. Maintenant ils sont les